Alors, encore quelques mots sur les États-Unis. On l'évoquait, Joe Biden s'installe donc pour un nouveau départ à la Maison-Blanche. Francisco? Oui, de toutes les façons, moi, je me dis que Trump, avec la pression, vont plus favoriser Biden, parce que de toutes les façons, les acquis sociaux ne vont pas être remis en cause. Et puis, aujourd'hui, il y a le coronavirus qui donne la possibilité au Trésor de pouvoir débloquer de l'argent et de faire beaucoup de choses. Et donc, Trump, plutôt, ses réactions vont aider et Biden à aller plus de l'avant. Il ne va pas recréer les choses, il ne va pas réinventer la roue, mais les mécanismes au niveau des États-Unis, ça est. Il faut relancer l'économie. Ils ont déjà commencé en injectant de l'argent dans le social. Donc les industries vont démarrer, surtout si les vaccins pour le coronavirus, si vraiment ils en arrivent à faire suffisamment pour les Américains et qui vont sortir pour travailler. Et donc, sinon le monde entier restera, c'est toujours les intérêts américains qui vont prévaloir. Est-ce qu'avec Biden, ce sera toujours du America First? Non. Même s'ils ne disent pas, les Américains demeurent. Les États-Unis demeurent comment on l'appelle, pas la première puissance, le gendarme du monde. Oui, exactement. Donc ils vont toujours contrôler les chefs d'État européens, ils vont toujours contrôler les chefs d'État asiatiques, ils vont toujours tout contrôler, quoi. Mais sauf que Donald Trump a dit plus haut ce que les autres pensent tout bas. Vous imaginez que pendant 10 ans, quand Obama était là, ils avaient mis tous les chefs d'État européens sur le coup, les Sarkozy, les Angela Merkel, ils avaient dénoncé tout ça là. Mais on s'en était foutu. Donc Joe Biden aussi va s'inscrire dans la même dynamique, sauf que lui va être plus ouvert. Il va chercher à aller rencontrer les autres chefs d'État, à aller rendre visite à ces autres pays, leur dire que oui, les États-Unis sont de retour, on peut toujours collaborer, on peut toujours coopérer. Mais il va toujours chercher à préserver, à protéger les intérêts américains. Mais sur le plan social, surtout économique aussi, il y a les acquis de Barack Obama que Donald Trump a essayé de détruire. Que par exemple, la réforme santé, assurance et tout ça, là, Donald Trump a essayé de dézinguer ça. Mais je pense que Joe Biden... Mais Joe Biden va essayer de ressusciter ça, de consolider. Et puis, il y a les accords internationaux. Il y a l'accord sur le climat. L'accord sur le climat... Il a promis de réintégrer ça dès sa prise de fonction. Dès sa prise de fonction. Et il y a l'accord nucléaire également. Donc, il y a un tas de choses qui va faire. Il ne va pas être se renfermer sur lui-même. Lorsqu'on parle de la performance... Un pays comme l'Iran, par exemple, a averti qu'il voit la prise de pouvoir de Joe Biden d'un très mauvais œil. L'Iran, c'est toujours dans son rôle. Et c'est leur objectif, ils veulent l'atteindre. Ils vont aller, quel que soit le président à la tête des États-Unis. Trump a beaucoup profité également des prouesses économiques réalisées par Obama. Parce que lorsque Obama partait, c'est en ce moment que les fruits de ces réformes ont commencé. Donc, Trump n'est pas venu réinventer l'économie, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a passé le temps à insulter les gens. La preuve, l'Amérique ne l'a pas reconduit. Et c'est grave, ça fait partie des rares présidents américains qui n'ont pas fait deux mandats successifs. Non, il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas ignorer. Vous imaginez, les guerres ont toujours bouffé l'économie américaine. Vous imaginez, sous Bush, il y a eu la guerre d'Irak. Vous imaginez, il y a World Trade Center qui a été détruit. Tout ça, là-dedans, c'est 3000 vies humaines qui ont été détruites, dont l'économie a pris un coup. Mais sous Barack Obama, ces sous-là n'ont pas servi à la guerre. Mais ces sous-là... Non, sous Obama, tout d'abord. Sous Obama n'a pas fait de guerre. La Libye, c'était l'OTAN. La Libye, c'était l'OTAN. L'Amérique n'est pas trop rentrée dans la guerre. Voilà. Ils ont aidé à un moment donné, ils se sont... Voilà, mais les États-Unis n'étaient pas en pole position, voilà, vous imaginez. Or, comment on l'appelle? Sous les Bush. Sous les Bush, vous imaginez, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars. C'est curieusement la particularité qu'on aurait pu souligner de Donald Trump, c'est un républicain qui n'a fait aucune guerre. Oui, exactement. Donald Trump, c'est un businessman
businessman, lui n'est pas trop, il n'est pas trop dans ces histoires-là. Lui, c'est un suprémaciste blanc, au fait. Donc, ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Les autres, ça l'intéresse pas trop. Donc, Joe Biden va avoir un peu de surprise. Prions que lui aussi, lui non plus ne lance de guerre, hein, parce que autant il lance de guerre, autant il manquera d'argent pour relancer l'économie et le social. Et puis, il y a la vice-présidente qui risque d'être encore très, très visible parce que... moi, je soupçonne qu'on prépare la prochaine femme présidente des États-Unis. C'est ce que je ne voulais pas dire, mais c'est qu'elle va être plus visible de toute façon, qu'avant. Joe Biden ne fera qu'un seul mandat, c'est ce qu'il lui-même il a dit. Oui. À la fin de son mandat, il aura 82 ans. Déjà qu'il est le plus vieux président élu des États-Unis. Et si Trump continue de faire tomber les républicains, donc inévitablement les démocrates vont cumuler deux mandats. À moins qu'on fasse les élections. Bien, le Bénin, on va poursuivre avec le Bénin maintenant. On va parler donc du mandat de Talon et la rallonge des 45 jours qui passe mal aux yeux de l'opposition, malgré la controverse ces derniers jours sur la validité ou non de la prorogation de 45 jours du mandat du président béninois sortant, Patrice Talon. Les états-majors des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, affûtent leurs armes pour l'élection présidentielle du 11 avril. Pour parvenir à l'organisation d'élections générales, les parlementaires, via une révision, on se rappelle, en novembre 2019 de la Constitution de 92 et l'adoption d'un nouveau code électoral, ont défini une échéance conjointe pour le terme des mandats en cours ou à venir. Ce sera en 2026. Ainsi, le nouveau président élu en 2021 devra prêter serment en mai prochain, ce qui fait, Firmin Teko, une rallonge de 45 jours, puisqu'il faut l'expliquer, le président béninois élu, celui qui est là, son mandat finit normalement le 5 avril. Et, le nouvel entrant prend fonction le 6 avril. Mais là, on vote le 11 avril pour une prise de fonction en mai. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que ça peut se faire comme proroge, sauf en cas d'extrême force majeure, le mandat d'un président? Non, vous savez, le Bénin a copié le système régime présidentiel des États-Unis. Et c'est pour cela que vous allez voir dans le parcours des Béninois, il y a eu ce qu'on appelle le vice-président. C'est un régime présidentiel, ce n'est pas un régime, c'est ce que je voulais dire. Il a copié le régime présidentiel des États-Unis. Donc, dans le régime présidentiel, il y a des dates fixes. Quand vous voyez par exemple les États-Unis, ils votent le premier mardi du mois de novembre. Et le président prête serment le 20 janvier. Le système là est tellement... c'est comme une parole d'évangile, quoi. Donc, personne ne touche à ça. Mais regardez Talon et avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est comme le régime présidentiel est en train de tomber en panne aux États-Unis. Et Talon dit non, que c'est comme quand lui il est venu. Il s'est dit peut-être que ces tests-là qui ont toujours existé depuis un moment, peut-être avec l'évolution du monde, ça ne s'adapte plus aux réalités. Et il veut changer. En réalité, constitutionnellement, on ne peut rien lui reprocher. Parce que le président de la République peut avoir l'initiative des lois ou l'initiative de révision constitutionnelle appartient aussi au chef de l'État. C'est pas la révision qui est critiquée, mais c'est la prorogation de 45 jours. J'écoutais il y a quelques jours le professeur Joël Aïvo qui disait qu'on n'a pas élu Patrice Talon pour 5 ans, 45 jours. Quand il prêtait serment en avril 2016, il savait qu'il devrait faire 5 ans. Alors moi, je voulais savoir quelles sont les bases juridiques qui peuvent sous-tendre une prorogation de mandat. Non, en réalité, peut-être quand il y a une circonstance exceptionnelle... Il n'y en a pas au Bénin. Il n'y en a pas au Bénin. Peut-être quand il y a une situation de force majeure, il n'y en a pas au Bénin. Donc peut-être Patrice Talon est en train de voir ce que nous ne voyons pas. Ou il se dit peut-être, il veut être ce rénovateur, cet innovateur, celui-là qui va faire de nouveaux tests pour lancer le Bénin sur de nouvelles bases. Peut-être ce sont les explications-là qu'il peut donner. Il peut se dire que peut-être qu'il peut quitter un peu le système présidentiel pour aller beaucoup plus peut-être dans un régime semi-présidentiel, même si cela aussi est un monstre. Plutôt qu'il vient d'introduire la notion de vice-président dans la Constitution, puisqu'avant, il n'y avait que le président, il n'y avait pas de premier ministre, il y avait le président et le gouvernement. Maintenant, on a mis en place une vice-présidence. D'ailleurs, les états-majors se battent pour la vice-présidence là-bas. Du coup, est-ce que vous comprenez que, parce qu'on a modifié la Constitution en 2019, on va ajouter 45 jours au mandat du président? Non, c'est que là-bas, on peut dire qu'il y a un fétichisme de date. Et comme vous savez, c'est des suspicions qui gouvernent nos pays. Et lorsqu'on quittait les États-Unis, il y avait même un pasteur qui a déclaré que Biden risque, c'est-à-dire que peut ne pas
prendre le pouvoir et que quelque chose peut arriver et qu'il ne prête pas serment. Mais ça s'est passé. Si c'est ailleurs, on aurait dit que c'est un autre professeur, Esaïe, qu'on allait déjà mettre en prison. Donc ici, voilà, peut-être... C'est que sur les affaires politiques, beaucoup d'hommes de Dieu devraient se taire. Peut-être que... Non, c'est qu'il ne faut jamais mêler Dieu... Le temporel et l'intemporel. Voilà, à l'affaire politique, c'est un truc. Donc, peut-être que ces marabouts lui ont dit que les dates là ne lui conviennent pas, donc il faut rallonger. Sinon, il n'y a rien qui justifie. Lorsque vous prenez la constitution de la Côte d'Ivoire entre-temps, c'était même dit que lorsqu'il y a une situation exceptionnelle, le président peut continuer. C'est ce qu'il avait fait que Gbagbo, à un moment donné, avait gouverné pendant 5 ans sans élection, parce qu'une partie du pays était occupée ici. Le Bénin va bien. Lui-même, il déclare que ça va. Et il a fait beaucoup de travail pour les performances économiques et sociales. Et c'est ce que vous soutenez d'ailleurs, quand c'est votre ami. Non, bon, si c'est vrai, on ne peut que le dire, puisque c'est des faits qui sont têtus. S'il ne l'a pas fait, les chiffres vont le déjuger après. Donc, on ne comprend pas comment est-ce qu'il est arrivé à s'ajouter 45 jours de plus. Et c'est ce qui est dommage, parce que les gens dans nos pays, surtout francophones, ont détruit les fondamentaux de la démocratie. C'est plutôt des souverains qui sont arrivés, des rois, et qui s'imposent. Il est là en solo, il fait son truc, personne ne lui dit rien. Mais on attend, c'est lorsque un soldat va prendre une Kalachnikov quelque part pour le descendre, pour lui dire, bon, monsieur, vous n'êtes plus président, et la CEDEAO va commencer et pas crier. Or, c'est dès maintenant qu'il fallait recadrer pour dire, ah, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien, ça peut entraîner le pays dans d'autres délits. Parce que si ça marche, ça veut dire qu'il y a jurisprudence. Quand un autre président viendra, ce ne serait plus 45 jours de plus, mais lui, il ajoutera peut-être plus, peut-être pas 1 an ou 2 ans. Et ça va faire encore des problèmes. Il faut que les présidents africains, surtout Afrique francophone, arrivent à intégrer qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'après eux, le pouvoir reste et quelqu'un d'autre l'occupera un jour. D'accord. Alors, est-ce que la réforme que Patrice Talon a fait faire en 2019, c'est que à partir de 2026, tous les mandats vont s'harmoniser. Le Bénin passera maintenant aux élections générales. On fera la présidentielle, les municipales, les législatives en un bloc. Ce n'est pas très mauvais, mais lorsqu'on fait une réforme, normalement, on dit qu'elle est d'application immédiate, c'est-à-dire c'est à cette élection qu'elle doit entrer en vigueur. Donc, Patrice Talon élu pour un mandat de 5 ans. Ce mandat finit techniquement le 5 avril. Non, vous imaginez, son mandat finit, mais il ne veut pas l'accepter. Ces histoires de 45 jours... Ces histoires de 45 jours, lui seul en réalité peut savoir pourquoi il a introduit. Et moi, je me demande ce qu'il peut faire dans les 45 jours. Normalement, il doit partir. Le 5 avril, son mandat fini. Son mandat fini et c'est fini. Et le 6 avril, le nouveau. Un vide constitutionnel en l'espèce s'il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection. En réalité, donc on reste là. Ça veut dire à partir du 6, en réalité, Patrice Talon n'est plus président. C'est ce que dit le professeur Joël Aïvo. Il n'est plus président. Donc on tombe dans un vide constitutionnel. Mais Patrice Talon, c'est comme il est aujourd'hui, il est le seul maître à bord. C'est comme il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus personne qui puisse le critiquer. Il est le seul. Donc il décide de ce qu'il veut. En réalité, pour les réformes, on ne peut rien lui reprocher. Mais sauf qu'il n'arrive pas à justifier exactement ce pourquoi il rallonge de 45 jours. Mais par rapport à ces histoires de rallonge, moi je pense qu'en réalité, au Togo, on devrait organiser après les législatives 2007, celle qui devrait suivre, ça devrait être en 2012. Mais
on les a pas organisés en 2012, on les a organisés. Il y avait eu à l'époque une crise, on se rappelle, et la constitution togolaise réglait ce problème en disant que la législature reste en place au moins au Togo, on arrive à régler ça. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas au Bénin. Donc Patrice Talon, c'est lui le seul maître, le patron de la. On dit c'est lui le garant de la constitution. Lui peut modifier comme il veut, quoi. Donc il peut la violer comme il veut. Il est un peu dans cette posture là. Mais par rapport à cette réforme là qui prend effet à partir de 2026, mais en réalité son mandat fini. S'il arrive à gagner, maintenant c'est fini en 2026. C'est fini en 2026. Il fait tout ça là pour qui? Mais il veut réformer le Bénin avant de partir. Mais je me demande s'il ne va pas modifier encore pour se donner encore la possibilité de se représenter. Parce qu'il y a des gens, des chefs d'État africains qui font les réformes, pas pour les autres, mais pour eux-mêmes d'abord. Vous imaginez, il modifie peut-être après sa réélection, s'il arrive à être réélu, il peut encore modifier encore. Et en 2026, il fait tout. Donc il se maintient encore au pouvoir. C'est la question que cela soulève. C'est lui-même qui a fait écrire quand même que dans tous les cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. À quoi servent les paroles des hommes aujourd'hui? Talon, en venant au pouvoir, avait dit « je ne ferai que 5 ans ». Mais aujourd'hui, il prolonge, il veut briguer à un nouveau mandat. Et c'est vrai qu'il n'avait pas dit qu'il ne fera que 5 ans, il a parlé de mandat unique. Oui. Il voulait un mandat unique de 7 ans, sauf qu'à l'époque, ça a été considéré comme un piège, parce que même si on modifiait la Constitution et qu'on adoptait le mandat unique, lui étant élu sur un quinquennat, il aurait fini son quinquennat. Ça, c'est jurisprudence. La France, le Sénégal l'ont fait avant que le mandat unique ne s'applique. Donc, ça ferait 12 ans pour lui. Les Béninois ont vu le piège, on dit niet. Oui, mais voilà qu'il projette même quelque chose sur la fin de son 2e mandat. Donc, aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage pour nos politiques et cela se reflète beaucoup dans la masse, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde dit, et puis c'est l'autorité même qui dit qu'il n'y a pas de civisme, que les populations ne respectent plus rien, mais c'est parce qu'eux-mêmes, d'abord, leurs propres paroles ne respectent pas, les institutions mises en place ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, mais ce ne sont que des mensonges, et c'est une bonne chose, moi je l'ai toujours dit, de faire des élections générales, parce que ça donne la chance aux élus, aux présidents élus, de pouvoir déployer pendant au moins 4 ans, ces actions, son programme. Ici, par exemple, vous avez une élection chaque 2 ans, et puis c'est devenu, il y a devenu des commerçants électoraux qui sont là, qui ne font que... À chaque élection, c'est de nouveaux riches qui sortent. Donc, si on arrive à faire des élections comme ça, à cumuler les élections dans peut-être pas le même jour, mais avec peut-être 1 mois de différence, c'est-à-dire entre présidentielle et législative et municipale, donc il y aura une synergie de moyens, parce que la carte électorale qui a servi à faire les présidentielles peut en même temps faire, c'est-à-dire que ce même recensement, cette même liste électorale peut permettre de faire en même temps les législatives et les élections municipales. Et maintenant, il a 5 ans et 1 an et 4 ans pour vraiment déployer son programme, et que c'est à la 4e année, jusqu'à la fin de la 4e année, que les gens vont commencer par courir, qu'il y a encore l'élection, et que les querelles intestines vont reprendre. C'est comme ça on peut construire. Sur ce point-là, beaucoup saluent la réforme, parce que je donnais peut-être l'exemple du Togo. Vous savez qu'on votera cette année pour les régionales. Voilà. On votera en 2023 pour les législatives. Voilà. En 2025, février, présidentielle, juin, municipal. Puis 2027, ce sera encore les régionales. Oui. Non, à ce niveau, ce que patron, ce que je dis patron, ce que Talon est en train de faire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Vous imaginez, et au niveau du Togo, on peut aussi harmoniser. Vous imaginez, en 2025, par exemple, il y aura la présidentielle, n'est-ce pas? Oui. En 2025, oui, on peut s'en inspirer aussi. En 2025, il y aura la présidentielle. En 2025, il y aura aussi les locales. Oui. Donc, au moins, si on peut organiser ça au même jour, c'est une bonne chose. Pour les législatives, on les organisera en 2023. Donc, on peut les laisser
2 ans, 2025, on dissout l'Assemblée, on fait une élection. Et régionale même, on peut faire ça comme ça. Donc, si on peut faire ça, si on peut regrouper toutes les élections et en faire des élections générales en 2025 au Togo, je pense que ça sera une bonne chose. Et on fera beaucoup d'économies. Cette façon de faire estime que les peuples ne sont pas très mûrs. Hein, si on cumule attendez, est-ce qu'avec ça, les peuples sont mûrs? La Centrafrique, si ce n'est pas la guerre, ça a été c'est les élections générales. Ouais, le Niger, la RDC, où ils sont plus nombreux que nous. Le Burkina, mais le Togo, lorsque on parle le politique même donne les chiffres en tant que performance, que ce soit dans l'éducation, alphabétisation et tout, mais ils se donnent de bons chiffres. Et de bons chiffres, au même moment, ils jugent ce peuple-là incapable. Mais c'est inadmissible. Ça veut dire que c'est lorsque nous disons que les agrégats, on se méfie, mais on a raison, mais le peuple togolais est suffisamment mûr pour cumuler toutes les élections. Vous imaginez et que une fois pour de bon, qu'on puisse faire quelque chose de bon. Alors, le pays. Vous imaginez, avant, quand vous parlez de peuple togolais mûr, en 98 à aujourd'hui, nous on a fait déjà au moins une douzaine d'élections. Oui, on a pris beaucoup de choses. Vous imaginez, on ne va pas nous dire que c'est le peuple béninois est plus mûr que le peuple togolais en matière d'élections. Sur ce point-là, il faut qu'on laisse ça. Maintenant, on peut organiser toutes les élections. On en fait des élections générales en 2025 où on organise la présidentielle, les locales, les régionales, les législatives le même jour. C'est une très bonne chose. Au Togo, les gens en ont fait du business. C'est ce business-là enrichi. Ici, moi, ce qui me sidère peut-être un peu sur le cas béninois, c'est qu'on a l'impression d'un peuple devenu amorphe. Tout passe et personne n'a plus de capacité de réagir. Non, oui, les Béninois ont toujours été comme ça. Moi, je dis en réalité, sur le plan politique, le peuple togolais. Les Béninois qu'on a vu en découdre avec Boni Aïe. Non, les Béninois, en réalité, moi, j'ai toujours dit, ce sont des businessmen, en fait. Donc, ils deviennent politiciens à quelques jours des élections. Et c'est parce qu'on sait que, parce qu'on sait que l'argent va sortir et tout ça. Et on sait comment on distribue l'argent sur le plan électoral au Bénin, à la porte des élections, au jour des élections et après les élections. Donc c'est pour cela qu'en réalité les Togolais sur le plan politique sont beaucoup plus mûrs que les Béninois. Maintenant nous on a pris la politique, nous on vit la politique. Excusez-moi, même si c'est pas quelque chose que je salue, il y a ce clivage gauche-droite politique au Togo. Au Bénin, il n'y a pas trop ça. Au Bénin, il y a toutes ces transhumances-là régulières. Le gars, il est avec X aujourd'hui. Quand c'est une question d'argent, il va X qui combattait, Y qui combattait hier, et bien, il se range de son côté. Quand il y aura encore argent au niveau de X, il se range encore de son côté. Les Béninois sont comme ça. Et puis les Béninois, ils ne sont pas comme le peuple togolais pour réagir à certains sujets. Quand vous voyez un peu, même les plateformes, moi je suis sur des plateformes béninoises et tout ça, mais quand vous voyez leur réaction, vous dites, mais au Togo, mais on a une certaine avance. On est en avance. Et de plus, je vais ajouter quelque chose, même si Francisco Napoco n'est pas d'accord avec moi, j'assume. Vous imaginez, les Béninois se disent, non, Talon, il a fait taire tout le monde au Bénin. Vous imaginez quelqu'un qui fait emprisonner les journalistes. Sous lui, on emprisonne des journalistes. Vous imaginez? Sous lui. D'ailleurs, ça vient aussi. Vous savez qu'il y a des scripts qui s'invitent dans la vie des journalistes. Peut-être qu'il faut un peu de patience. Non, vous imaginez? Ailleurs, lui, par exemple. Sur lui, on fait emprisonner des journalistes parce qu'il a repris les propos d'un procureur sur un réseau social, Facebook. On l'emprisonne 6 mois. Après, on le libère. Sous Talon, par exemple, vous imaginez, il y a des policiers qui disparaissent. Maintenant, qui prennent la tangente, qui ne sont plus, qui sont en exil, c'est le mot que je cherchais, qui sont en exil. Il y a des policiers qui sont là, mais qui sont devenus inactifs, passifs, face à certaines décisions injustes. Et devant ça, le peuple fait quoi? Le peuple a peur. Le peuple ne peut plus rien dire. Talon est en train de construire un régime fort qui fait taire tout le monde. Et moi, je me disais, les Béninois disaient à l'époque que mais si ils étaient des Togolais, ils n'auraient jamais se taire comme ça, comme nous on se taire face au régime et à des mains. Aujourd'hui, ils ont un des mains, mais ils n'arrivent même à rien faire. Non, mais là, attendez, là, mais vous n'êtes pas quand même surpris par... c'est vrai que la société civile a réagi un peu, l'opposition a réagi un peu, mais finalement, côté opposition, on ne semble pas trop faire cas de ça. On se prépare plus pour la présidentielle. La société civile, ce n'est pas des réactions très véhémentes. Le peuple béninois lui-même est quelque peu tétanisé.
Non, mais je vais faire un essai de comparaison sur le cheminement démocratique des deux pays, le Togo et le Bénin. Vous savez, c'est pratiquement le même moment que ça a commencé. C'est le même moment, mais à différents niveaux. Oui. Le Togo avait amorcé avec une lutte très heurtée, très heurtée. Mais le Bénin, par contre, c'était docile. Parce qu'en fait, à l'époque, lorsque Kérékou quittait le pouvoir, premièrement, mais c'est parce que totalement le Bénin économiquement était totalement à terre. Son marxisme, léninisme n'avait pas marché. Il n'avait pas marché. Donc, leur conférence, tout ça a été en douce. Et donc, ils n'ont connu la violence politique qu'avec Francis et Patrice Talon. Donc, ce que nous avons connu en 90, c'est en 2019 que les Béninois l'ont connu. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte de ce que les Togolais avaient subi depuis ce temps. Parce qu'aujourd'hui, Talon a installé, c'est-à-dire qu'il n'est pas militaire, mais il a fait la pratique et pratiquement le système militaire qu'il est en train d'imposer. Il a chassé économiquement ceux qui pouvaient l'affronter, c'est-à-dire qui ont aussi des moyens. Imaginez comment il a rendu la vie difficile à Javon. Non, il y a Javon et puis il y a Iboni qui a été retenu à résidence surveillée. Ce n'était pas les raisons de maladie. Il n'allait pas sortir du pays. Vous avez vu comment les mouvements ont été matés au nord en temps. Donc, c'est maintenant que les Béninois sont en train de vivre ce que nous avons vécu en 90. Voilà, ils se moquaient des Togolais, mais parce qu'ils n'avaient pas vécu ce que les Togolais ont vécu sous Eyadema jusqu'en 2005, et ça continue. On nous disait à l'école à l'époque que chacun a son tour chez le coiffeur. Voilà. Et ça continue. Et vous imaginez, moi je parle toujours aussi de la conviction politique. Nous, c'est nos frères béninois, nous les aimons, mais je pense qu'au Togo, on a beaucoup plus ce qu'on appelle la conviction politique, et on est convaincu de ce qu'on est en train de faire. Parce que quand vous lisez un peu l'histoire du Bénin, il y a eu tellement de coups d'État de 1960. Il y a eu tellement de coups d'État. Il y a eu des présidents qui ont fait 1 an, 6 mois. Il y a un président qui a fait 24 ans. Qui fait 24 ans, vous imaginez, au Togo, il n'y a jamais eu ça. Au Togo, on est ferme. Au Togo, on sait ce qu'on est en train de construire. Le Togo a inauguré le premier coup d'État de l'espace francophone. Et puis après tout, il n'y a plus ça. Donc, il y a eu le premier coup d'État. Mais après, le régime qui s'est installé là. Après, c'est toujours des coups d'État quand on modifie la constitution. Bien, on ne parle pas du Togo. On va rester sur le Bénin si vous permettez le temps d'aller à la pause et de revenir après le journal.